Salut tout le monde, je m'appelle Brian Audette. J'ai moi-même fait Star Academy en 2012. Par la suite, vous m'avez peut-être découvert dans des comédies musicales, animées à la télé. J'anime actuellement à la radio au 96.9 C'est quoi? Et tout au long de cette saison du balado Emmène-moi partout, on a eu la chance de se faire amener partout sur différentes trajectoires artistiques de plusieurs artistes qui se sont prêtés au jeu. Et aujourd'hui, j'avais envie de conclure avec toi, Lara Fabian. Bienvenue, merci d'avoir dit oui. Mais merci à vous de l'invitation. On enregistre à quelques heures de la grande finale de Star Academy. Est-ce que ton rôle de directrice va te manquer d'abord? Je suis déjà un peu nostalgique. Ouais? Oui, c'est vrai que ce rôle a été très important dans ma vie. Il a été un peu comme ces moments pivots devant lesquels on n'était pas forcément préparé, mais qui sont des game changers dans la vie. C'est comme ça, donc forcément, je vis un peu de nostalgie, en sachant aussi que ça me laisse beaucoup plus de joie que de nostalgie quand même. Ouais. Ben, on va reparler tantôt à quel point ça aura été pivot, puis à quel point ça te fait même revoir la suite des choses, peut-être. Mais tout d'abord, souvent quand t'aimes un artiste, on t'a entendu le dire à la voix, ici à Star Academy, tu dis « tu es musique ». Moi, je veux comprendre à quel point Lara Fabian est musique avec un grand M majuscule. Tu viens d'un papa belge, d'une maman italienne, jusqu'au plus loin où tes souvenirs peuvent te ramener, là. La musique évoque plus du Brel ou du O Sole Mio pour toi? Je dirais un mélange hybride des deux, vraiment. Et en même temps, papa était un amoureux de country music, ma mère de musique classique et de grande voix soprano. Donc, ça a été étrange, si tu veux, d'être dans le berceau de ceux qui en soi détiennent des fondamentales de la musique et qui en même temps avaient des amours très différentes des fondamentales auxquelles ils appartenaient. Donc, par principe, moi, j'ai été élevée dans cette espèce de, de monde multifacette, de polymorphisme artistique, ça n'a pas d'importance d'appartenir à un lieu. L'important, c'est d'être fidèle à ceux qui nous met en joie. Ça n'a pas d'importance d'être plus belge, plus italien, plus quoi que ce soit, mais d'être de ce qui fait de nous des êtres heureux. Donc, la joie, le bonheur par la transmission, quelles que soient nos appartenances initiales, ça a été ça, mon éducation. Mais qui aura été donc ce déclencheur de joie chez toi, là, pour la musique? Streisand. Ah oui, OK. Ouais, Barbra Streisand, définitivement. À quel âge environ? Quand c'est très, très clair en moi, je dois avoir 11, 12 ans. Avant ça, c'était des amours empruntés, forcément. J'aimais la country parce que papa aimait la country. J'aimais tous les nocturnes de Chopin. Je connaissais les mélodies par cœur parce que ma mère se saoulait aux nocturnes de Chopin. Est-ce que tu les jouais parce que tu apprenais la musique classique dès l'âge de 8 ans? Très, très mal. Très, très, très mal. Vraiment, je suis une piètre pianiste. Ah ouais? Mais néanmoins, je suis capable quand même de lire de la musique grâce à ma mère qui tous les mercredis de ma vie, m'a sanctifié des cours à l'école. Donc, je la remercie aujourd'hui finalement parce que je suis capable de lire une partition. Ça m'a valu quand même de grands moments de vie d'être capable de lire une partition. Je suis capable de m'asseoir à un piano et de savoir comment m'accompagner si j'ai besoin. Je peux écrire des mélodies grâce à ça. Donc, je dirais que cette forzatura dont ma mère a été un peu l'instigatrice a quand même été très importante dans ma vie. Cette année, avec Star Academy, il y avait une grande importance sur l'identité artistique. Ouais. Vous travaillez beaucoup là-dessus avec les académiciens. Toi, un jour, tu décides de devenir Lara Fabian. Parce que c'est pas ton nom d'origine. Non, Lara, c'est mon prénom, par contre, de oui, baptême. mais ton nom de famille... Fabiano, en fait, c'est du côté de ma mère. Mon vrai nom de famille, c'est un nom belge. C'est Crocart. Crocart, OK. Ouais. Et qu'est-ce qui fait qu'un jour, tu décides de changer? À ton avis? Vas-y, dis-les donc. Ce soir, Vidéotron, Lara Crocart. T'as-tu envie de venir me voir, toi? Pas moi. Ben, je t'avoue que j'avais de la misère à savoir comment le prononcer quand Mais j'ai c'est dit. ça. Fait qu'on s'est dit, dans le doute, c'est tellement pas glam. Changeons donc pour quelque chose qui est vraiment plus lisible. Fabian, tu dis Fabienne, Fabiane. Au Brésil, ils m'appellent La Fabiane, par exemple. Tu sais. Donc, franchement, je trouvais que Fabian, ça se disait un peu dans toutes les langues. Puis, ça honorait aussi ma famille du côté italien. Mais c'est là où ça devient intéressant. Un jour, Ginette Renault a dit, pour moi, il y a deux Ginettes. T'as la Renault et t'as la Renault. Ah, Est-ce oui. qu'il y a deux Lara? La Fabian et la Crocarte? Ah oui, c'est drôle, ça. Ça, c'est un débat. Moi, tu peux me lancer là-dedans, là, puis je suis pas sûre que je vais peut-être même m'allonger finalement pour en parler. Mais je ne crois pas à cette dichotomie-là. Non. Moi, je crois que ce que l'on est humainement finit par transpirer, se transporter dans notre art. Et un jour, notre art développe en nous des parts de nous que l'on n'imaginait même pas, que l'on ne connaissait pas, que l'on n'avait jamais contactées. Fait qu'il y a une sorte de
aller-retour en forme de 8, tu vois, que moi, j'ai vécu toute ma vie. Et qui fait que lorsqu'on me dit, par exemple, puis on me le dit souvent, tu sais, moi, non, certains qui sont proches ou qui deviennent proches, tu sais, des gens que la vie te fait accueillir un peu comme un cadeau en cours de route. Souvent, on me dit, tu sais, moi, c'est pas Lara Fabian que j'aime, là, c'est moi, c'est Lara. Et je reste toujours très interloquée, moi, devant ça. Parce que moi, je sais que c'est pas dissociable. Je sais que c'est la même personne. Je sais que celle qui est dans sa maison, qui vit sa vie, est strictement la même que celle qui écrit des chansons, les communique et les chante. J'ai les mêmes insécurités, j'ai les mêmes fragilités, j'ai les mêmes vulnérabilités devant ou derrière une caméra. Mais je trouve ça intéressant, ça. Est-ce que ça veut dire donc que, en date d'aujourd'hui, la perception que nous, le public, on a de Lara Fabian est exactement la même image que toi, tu as envie de projeter? Ou que tu as de toi-même? Je te dirais qu'aujourd'hui, et probablement grâce à une expérience comme celle que je viens de vivre avec les académiciens, oui. Parce que moi, j'ai oublié les caméras 80% du temps. Vraiment. Le 20%, c'est le live, c'est nos dimanches. Puis tu le sais que t'es filmé. Mais tout ce que j'ai vécu en dehors de ce studio, qui est la traduction immédiate de l'interface qu'on a avec le public, c'est un studio live, tu sais que tu viens faire ta job puis que tu fais de la TV, OK. Mais quand tu rentrais au Maplewood, quand tu rentrais à l'académie, en tout cas moi, j'oubliais complètement les caméras. Et c'est peut-être là qu'on a pu avoir un échantillon plus exhaustif, dois-je dire. Là, je me rappelle du soir de l'anniversaire d'Ariane. C'est drôle, ça a dû laisser une bonne impression. Oui, quand même, je te dirais. Oui, c'est ça. Tu vois là qu'il n'y a pas de dissociation, parce que si j'avais voulu bien paraître, on s'entend-tu que j'aurais pas fait le niaisage que j'ai fait ce soir-là, mais c'était moi. C'était moi qui m'amusais, c'était moi qui fêtais et qui me jouais des caméras quelque part. En fait, c'est une sorte, à un moment donné dans nos vies, peut-être à mon âge aussi, tu sais, 30 ans de carrière, plus de 50 ans, tu t'assieds dans ta vie avec la certitude que t'as le droit d'être juste ce que tu es, puis c'est pas grave. Tu comprends? Oui, certainement. C'est un peu comme l'amitié. C'est quoi l'amitié, à mon avis? C'est quelqu'un qui te connaît très, très bien, mais qui t'aime quand même. Mais dans ce cas-ci, si aujourd'hui on a accès à cette Lara-là qui est plus libre, qui aime nous démontrer qu'elle a du fun, puis c'est drôle parce que cette Lara-là, je l'avais aussi vue, moi, à La Vraie Nature avec Jean-Philippe Dion. Qu'est-ce qui te retenait alors, à l'époque, de nous la présenter, celle-là? Probablement les plateformes qui le permettent. Elles sont rares dans nos métiers, tu sais. C'est rare dans nos métiers de pas avoir juste 3 minutes pour bien paraître, 3 minutes pour chanter ta toune, 3 minutes pour parler de ton album, 3 minutes pour marcher sur un tapis rouge. Comment tu veux être toi en 3 minutes? C'est comment veux-tu complètement te déployer en sécurité et ne pas avoir l'impression aussi que l'histoire n'est pas racontée, que ce que tu donnes de toi est disrompu, que ce que tu donnes de toi est un échantillon qui fait aucun sens lorsqu'il est détourné ou divisé du reste. Notre métier nous divise et nous détourne en permanence de l'entièreté de qui nous sommes. Le seul moment où on est complètement qui on est, c'est parce qu'on est seul en création ou parce qu'on est debout sur une scène devant 12 000 personnes, 2 000 personnes, 12 personnes et qu'on a 3 heures pour s'exprimer. Mais le restant du temps, c'est des bribes de qui nous sommes. C'est jamais qui nous sommes complètement. Mais est-ce que tu dirais que c'est donc pour ça que certaines personnes se perdent en cours de route? Oui, je crois que cette traduction disrompue, que ce détournement de qui on est, rend fou quand tu le vis en miroir. Ou tout d'un coup, t'entends, non, j'ai cru, je l'ai vu, là, à soir. Oh, c'était pas bon, là. Elle était laide. Genre, ça arrive. Parce que ce soir-là, t'avais tes règles, ou bien t'étais mal coiffé, ou t'as mal chanté parce que t'avais un rhume que tu devais cacher. Mais cet espace-là, ce 3 minutes-là, où t'étais pas au top, il reste pour toujours. Et c'est drôle comme il fait parler plus que celui où t'étais magnifique. Donc c'est ça, la dureté et la réalité de ce métier. Mais tu peux pas en permanence regarder ça en disant « Pauvre nous autres, on est donc mal perçus. » Tu dois avoir la patience de te dire « C'est ce qui est. » Et c'est ce qui me permet de traverser le pont la première décennie, la seconde décennie. Et à la 3e décennie, te retourner et dire, c'est le parcours. Tu comprends? Tu peux pas t'acharner contre ce qui est disrompu, contre ce qui te détourne de toi dans ce métier. Tu dois l'accueillir. Tu dois comprendre que c'est ça l'expérience. C'est pas contre toi, c'est ce qui est. Mais ça prend du temps. Arriver à regarder ça comme ça. C'est parce que quand t'es jeune, puis tu commences, puis tu vois la traduction en miroir de ces 3 minutes où tu voulais bien paraître, puis on s'entend qu'il y a des bouts vraiment ridicules quand t'essaies de bien paraître, tu dois l'accepter. Tu dois le regarder et dire « OK, Lara, tu feras mieux la prochaine fois. OK, Lara, tu seras plus relax la prochaine fois. » Puis tu apprends de ça. Tu apprends qui tu es de ça.
Si on revient d'abord à la jeune Lara, 14 ans, tu commences à chanter dans les bars, 16 ans, premier 45 tours, 18 ans, l'Eurovision. Tu représentes exactement le Luxembourg à Eurovision et tu termines 4e derrière Céline Dion, mais ça t'empêche pas de vendre 600 000 copies de ta chanson Croire. Écoute, c'est un moment incroyable parce que c'est le moment où on représente, moi je représente le Luxembourg, il y a pas rapport, tu sais, puis Céline représente la Suisse, pas rapport. Mais finalement, on n'est pas là pour ça. Les artistes qui sont là, la Norvégienne qui était devant moi aussi, on était là parce que notre désir était une vitrine, une plateforme. Tu vois? Puis effectivement, cette chanson-là se chantera dans quoi? Je crois au moins 5 ou 6 langues. Il y avait 700 millions de téléspectateurs ce soir-là. Puis ce single-là se vendra à 3 millions de copies dans toutes les langues, finalement. Et moi, je ferai un peu le tour de l'Europe, des télés en Allemagne, des télés en Italie, des télés en Angleterre, des télés en France. Et puis moi, je n'ai que 18 ans à ce moment-là et je retourne aux études pendant une couple d'années. Mais qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, tu décides de retourner aux études? Un mélange entre la stigmatisation de ce métier, donc qui crée une forme d'insécurité. On devrait se trouver une vraie job. Moi, j'appartiens à la génération où on nous disait « Ouais, c'est le fun de faire ce métier-là, mais peut-être que tu devrais te trouver une vraie job. » Et une part de toi le croit. Donc, tu retournes aux études parce que tu dis « Qui sait, peut-être que ce petit bout de papier-là va être important à un moment donné. » Et t'es retourné aux études en quoi? En droit, en fait, c'était en Italie. Ça s'appelle droit et ingénierie civile. Donc, j'ai fini ma rhétorique, j'ai fini ma dernière année d'études en droit et ingénierie civile. Donc, en fait, c'est tout ce qui est sociétaire. Et puis après, je suis rentrée à l'université. Donc, t'es pas juste directrice, t'es aussi maître, Lara. Imagine. En tout cas, je sais argumenter, ça, c'est vrai. Mais mon Dieu que c'était pas moi, mon Dieu que j'étais pas bien dans ces amphithéâtres-là. Ben, à cette même époque-là, tu décides donc que c'est pas en Europe que ça va se poursuivre pour toi en musique, mais bien au Québec. Oui. Pourquoi? Là, ça se passe lors d'un téléthon. OK. Il y a beaucoup d'artistes qui ont fait l'Eurovision une année avant moi ou une année après moi. Et on se retrouve sur ce train pour les enfants où l'on chante tous. Et là, j'ai fait une rencontre avec un éditeur québécois et qui me proposera d'ouvrir plusieurs spectacles en première partie ici de plusieurs artistes. Finalement, l'histoire se racontera complètement autrement. J'arriverai d'une autre manière, je ferai autre chose, mais j'atterrirai quand même sur les sièges de Adlib, aussi de Radio-Can, cette émission incroyable avec Suzanne Lapointe. Et Gilles Latulippe, exactement, Lapointe Latulippe. Les démons du midi. Oui, voilà. Voilà, imagine. T'étais pas né, probablement. Non. C'est ça. On en a souvent entendu parler, ça s'est dit, tu vois, ça a marqué l'histoire, bravo. Je me revois en train de chanter Le Monde des Stones, finir à genoux comme à mon habitude. Puis je dois avoir, 20 ans, 20 ou 21 ans. Ouais. À ce moment-là, tu l'as déjà raconté en entrevue, on est début des années 90, t'es avec ton complice Rick Allison et vous dormez dans votre voiture parce que vous n'avez pas d'argent. Oui, là, on n'est même pas rendu là encore. Ah, okay. Là, on n'a même pas de voiture. Okay. Tabarouette, tu dors où? C'est ça. Je peux-tu répondre pendant la pub? Écoute, on dort un peu partout. En fin de compte, il y a 3 familles québécoises qui sont toujours dans ma vie encore aujourd'hui, que j'honore et que je respecte tellement. Que ce soit les Maquerel, les Chalifou ou les Crowin. Ces 3 familles-là vont changer mon existence et vont faire que de générosité en générosité, de confiance en confiance, ils vont me permettre effectivement, à un moment donné, d'acheter une voiture et de louer un appartement qui va me permettre de faire mon application en tant qu'aspirante canadienne et je vais changer de nationalité quelques années plus tard. Je vais devenir québécoise avec le passeport canadien. Moi, j'ai ouï dire que c'était une Chevrolet, cette voiture-là. Si elle s'était pas transformée... Lumina Chevrolet. Si la Lumina s'était pas transformée en carrosse de Cendrillon, est-ce que tu t'es déjà demandé qu'est-ce que tu serais devenue? Probablement la fille d'une grande famille. Une femme de grande famille. Je pense que j'aurais eu une famille, une plus grande famille. Je crois que je me serais occupée d'enfants. Je pense que j'aurais essayé de contribuer d'un point de vue social. Ouais, j'aurais été une défendresse de plein de choses qui m'apparaissent. Mais là, tu as eu 15 académiciens, c'est pas pire. C'est ça. Mais moi, les petits, là, ça a toujours été très important pour moi. Je me trouvais toujours un plus petit à défendre. Je me trouvais toujours un moins chanceux que moi à aider. J'ai toujours été un peu comme ça. C'était un peu ma nature. Ben, c'est pour ça, le droit, j'imagine. Oui. Ouais. Ben oui, puisque je voulais me spécialiser en criminalité infantile. Oh, mon Dieu. Ouais. OK.
Lara, t'es la preuve vivante qu'il faut toujours continuer de croire, comme le titre de ta chanson à Eurovision, puisqu'en 95, tu remportes le Félix de l'artiste-interprète féminine de l'année à la disque. Et cette même année-là, Serge Lamotte ouvre les portes de l'Europe avec sa chanson « Je suis malade ». Tu deviens une méga star européenne avec la chanson « Je t'aime ». Et en 99, avec la maison de disques Sony, tu lances un album en anglais aux États-Unis. Est-ce que ce rêve de conquérir le monde valait tous les sacrifices que ça comportait? C'est l'expérience qui vaut le coup. Ah. C'est pas tellement l'objectif que tu souhaites atteindre. Mais tu ne le comprends qu'en vivant l'expérience. C'est tout ce que ça t'apprend, tout ce que ça te laisse, tout ce que ça t'enlève aussi parfois, d'incompréhension face à toi-même. C'est tout ce que tu règles, tout ce que tu jettes, et puis tout ce que tu accueilles. Mais c'est sûr que c'est cher payé. Après, moi, je viens d'une famille où mon père était ramoneur, il rentrait dans des chaudières, puis il travaillait 12 heures par jour et ma mère, elle repassait les chemises des avocats. Fait que moi, je sais c'est quoi le sacrifice. J'ai grandi à côté de gens qui se sont sacrifiés pour exister, pour que leur enfant existe. Fait que je trouve que se plaindre quand on a la chance d'avoir une place dans cette industrie, ça manque beaucoup d'élégance. Et il y a des gens qui se lèvent tous les matins, qui sont obligés de se coller une vie pour laquelle ils n'avaient pas forcément d'aspiration, mais dans laquelle ils ont des responsabilités qui les met au pied du mur. Et mes parents faisaient partie de cette caste-là. Fait que personnellement, je me mords 50 fois la langue. Si ça m'arrive un jour d'avoir un peu moins dormi, d'avoir pris 30 avions sur un mois, puis d'avoir vécu 50 jet lag, d'avoir envie de dire « Ah, je suis fatiguée ». À ce moment-là, je me regarde dans le miroir et je fais « Ah oui, Crocarte, faut que t'es valise puis avance ». Et là, Crocarte, dans ce temps-là. Ouais, là. Ah, voilà. Est-ce qu'il y a... parce que tu me disais que ton père... avait travaillé, oui, comme ramoneur, mais avant, il était guitariste pour Pétula. Il avait 17-18 ans, c'était un rêve d'enfant, il y a accédé un temps, mais lui, pour de bon, appartient à la génération non seulement dans laquelle on te dit « trouve-toi une job », mais dans laquelle tu le crois. Moi, j'y ai pas cru quand on me l'a dit. Mais sens-tu que t'avais la pression de devoir réaliser son rêve à lui? Ouf, vaste débat. Je peux-tu m'allonger, vraiment, pour vrai, là? Non, je pense pas que j'avais la pression de papa. Je crois que j'étais fioulée par papa. Parfois un peu corrompue par ses peines aussi. Ah. Tu sais. C'est-à-dire, tu le sais qu'il y a quelque chose dans un artiste quand il a pas réalisé son rêve qui souffre. Tu le sais. Fait que tu le sais que quand parfois il se retourne vers toi en disant que ton choix est pas forcément celui qu'il aurait fait lui, c'est pas à toi qui parle, c'est à lui. Moi, j'ai grandi un peu avec ça. J'ai grandi avec, OK, je vais remettre l'échiquier au bon endroit. OK, je vais remettre l'échiquier au bon endroit. OK, c'est pas grave. OK, il l'aurait peut-être pas fait lui comme ça, mais c'est pas grave. Moi, je vais le faire comme ça. Puis dans le temps, lui montrer qu'on pouvait jouer cette partie sans s'affronter, mais comme on se passe l'expérience, comme on s'échange l'expérience. Tu comprends? Oui. Papa, lui, il rêvait de faire ça vraiment. Je sais pas quelle part de lui a souffert et à quel point elle a souffert de pas l'avoir fait. Mais je sais par contre te dire quelle part de lui me regarde en se disant « Ce que j'ai pas fait, elle l'a fait pour moi. » Ça, je le sais parce que je le vois dans ses yeux aujourd'hui. Quand on regarde le documentaire Lara, on comprend qu'à certains moments, même si ton nom évoque chez bien des gens comme Grégory Charles, comme Bruno Pelletier, bien humblement chez moi, une des plus grandes chanteuses au monde, on voit que toi, par moment, t'as pas réussi à te faire complètement confiance. Pourquoi? Ben, parce que je suis un être humain rempli de petits trous et de petites insécurités. Je suis une femme aussi qui écrit de la musique. Donc, j'ai souvent été face à une société partiellement misogyne dans laquelle avoir plus qu'une habilité était un grave problème et qui plus est la revendiquer, encore pire. Mais est-ce que tu trouves que cette identité-là de l'auteur-compositrice a été un peu effacée par la grande interprète que t'es, ou du moins tenue dans l'ombre? Moi, c'est drôle, c'est souvent, on me le dit souvent, ce que tu viens de me dire. Moi, j'en ai jamais souffert parce que je les chantais, mes chansons. Donc, j'avais pas besoin de dire, oh, vous savez, j'ai un nez au milieu du visage. Je le portais. C'était mon nez. Mais oui, j'ai souvent entendu dans certains moments de ma vie, mais dites-moi, Madame Fabien, qui écrit vos chansons? Mais moi, non, mais les hits. Lesquels? Fait que moi, j'essaie de rester très simple dans ces cas-là parce que c'est peut-être légitime. En face, la personne te demande ça. Elle sait vraiment pas, là. Toi, tu le sais, mais il y en a qui le savaient pas. Fait que je disais, ben, je t'aime. Ben, c'est moi. OK, bon, OK, tu es mon autre d'abord. Ou même la différence, parce que ça, c'est engagé, ça. C'est moi. Et tu voyais vraiment le visage de ces hommes, pour la plupart, se décomposer un peu. Puis,
finir l'interview parfois par « on est donc forcé d'admettre que vous avez du talent ». Donc ça aussi, ça n'aide pas pour les trous et les insécurités. Parce que t'es jeune, tu sais. Puis bien souvent, c'est un acte de foi que d'écrire une chanson. Tu ne prétends rien quand tu écris, tu te livres. Question pour la créatrice alors, quelle est la chanson qui te rend le plus fière? Probablement La Différence pour ce qu'elle a accompli dans les 3 dernières décennies, ce qu'elle a créé chez les gens, dans le cœur des gens, dans les familles, ce qu'elle a évoqué, ce qu'elle a dégoupillé, ce qu'elle a guéri. Probablement La Différence. Et puis à titre peut-être très très personnel, Broken Vow, parce que c'est une chanson qui a été chantée par les plus grands de ce monde et que personne ne sait que c'est ma chanson, sauf quand je la chante. Et ça peut-être, c'est une des chansons dont je suis la plus fière, vraiment peut-être au sens plus académique du terme. Tu sais, tu dis que c'est un milieu d'hommes. Toi, Aussi. non seulement tu réussis à faire ta place dans le milieu musical, mais aussi dans le milieu de la business, du show business, puisque tu es une femme d'affaires. Ça me fait penser un peu à Mario Pelcha, qu'on a eu dans le balado aussi, là, dans un épisode précédent. Comme lui, tu as ta propre maison de disques, tu produis ta tournée 50 World Tour. Est-ce que des fois, la vulnérabilité que doit démontrer l'artiste devient un obstacle pour la femme d'affaires? Énorme. C'est un énorme obstacle. Parce que justement, tu te fais balader à cause de ça. Et c'est pour ça qu'il est très important d'avoir des représentants à chaque étage qui ont de véritables connaissances et qui te permettent d'être pas juste protégé, aussi un peu aiguillé sur certaines façons de fonctionner. Parce que on s'entend que face à toi, c'est rare que tu aies autre chose que des hommes dans ces postes importants. Là. C'est très, très, très rare. Fait que t'es toujours un peu quand même la blonde qui chante puis qui rit la bouche ouverte. Là. Est-ce qu'aujourd'hui, tu réussis à te faire voir comme autre chose que ça? Ça me tente pas. Non? C'est le fun, tu trouves pas que je suis belle quand je ris la bouche ouverte? Oui, mais... oui, mais tant mieux en même temps. Ariel Dombal te dirait que c'est le secret de tout ce qu'elle a accompli dans sa vie. C'est une femme très particulière pour laquelle moi j'ai beaucoup de respect. Tu sais, c'est un peu c'était la Barbie un peu du show business français pendant toutes ces années-là. Et souvent, l'erreur qu'on fait quand on commence ce métier, c'est qu'on veut faire la démonstration de ce que sont nos forces, en oubliant que si ce sont nos forces, on n'a pas besoin de les démontrer. On peut juste les mettre en action. Comme tout le monde, j'ai fait cette erreur-là. Fait que non, aujourd'hui, j'ai pas envie de revendiquer grand-chose. J'ai juste envie d'être, puis de faire ce que je fais. Mais est-ce que tu éprouves aussi un certain malin plaisir à nous attendre dans le détour avec un petit uppercut? Ou... Jamais, parce que moi, je ne souffre ni de cynisme ni de sarcasme. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas au pouvoir de la revanche du tout. Je crois au pouvoir de la guérison, de l'accueil et surtout du partage. Lara, même si tu es au sommet aujourd'hui, tu suis encore des cours de chant. Oui. Est-ce que tu le fais pour l'entraînement ou parce que réellement tu apprends encore? Les deux. Je m'entraîne parce que c'est un muscle, on s'entend, tu sais, c'est vraiment un muscle en action. Oui. Et parce que j'apprends. Duchesne, Pierre-Yves, mon maître, est vraiment quelqu'un d'hyper pointu qui se documente sur vraiment toutes les activités vocales, à la fois biogénétiques, c'est-à-dire on se modifie, les chanteurs, on a notre instrument dans notre corps. Fait qu'en vieillissant, chaque fois, il y a des étapes à franchir. Puis il y a vraiment des techniques nouvelles qui naissent. Peut-être toutes les décennies sur comment améliorer ton instrument, comment le protéger, comment le faire en sorte que le son de ton instrument ne vieillisse pas. Parce que ça nous attend tous. Tout tombe. La voix aussi. Donc, comment tu fais? Mais il y a des techniques pour ça. Tu sais, comme il y a des filles de 60 ans, tu les regardes, tu te dis, my God, qu'est-ce qu'elle est hot, qu'est-ce qu'elle est belle. Puis tu te demandes pourquoi, qu'est-ce qu'elle a mis dans sa machine. Pour la voix, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on met dans notre machine pour que notre voix soit en santé, protégée, puis performante, parce que je fais partie des athlètes de la voix auxquels on demande de chanter des contresols, donc des grandes notes qu'on tient longtemps ou des grandes notes tout simplement. C'est un peu ça qui m'a précédé une vie durant. C'est un peu ça que les gens viennent voir lorsque ils achètent un billet de spectacle et ils s'asseyent en face de nous. C'est ma responsabilité, mon devoir de le donner. Est-ce qu'un jour, on pourra aller s'asseoir devant Lara pour suivre un cours de chant de Lara Fabian? Oui, un jour bientôt. L'Académie Lara? Je sais pas si elle portera mon nom. Okay. Je préfère une idée comme Alpha ou Fab, quelque chose comme ça que j'ai dans la tête depuis un long moment. Mais ce sera quelque chose d'un peu plus holistique qu'académique. Moi, je crois que le bien chanter, c'est pas juste faire de jolies vocalises et savoir comment prononcer correctement des mots. Je crois que le bien chanter est l'intégration de toutes les parts de notre humanité
et que son expression, c'est le chant. Moi, je crois que c'est ça, bien chanter. C'est pas juste, chanter fort, chanter puissamment. C'est tout ce que tu transmets quand tu chantes. C'est qu'il y a quelqu'un en face de toi, même si tu as 4 notes dans ton répertoire et pas plus, qui pendant que tu chantes fait « Oh my God, ça vient tellement m'envelopper, me chercher, m'émouvoir. » C'est ça, bien chanter pour moi. Quand tu viens qu'à faire une performance athlétique, appelons-la comme ça, là, pour des je t'aime, entre autres, je suis malade, le adagio, juste avant la grosse note, là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Nous autres, on l'attend. Est-ce que toi, tu l'appréhendes ou au contraire, toi aussi, tu l'attends? Je respire. Tout simplement? Je fais « respire ». Et ouvre la bouche. Vraiment. Parce que c'est ça, tu sais. Qu'est-ce que tu penses quand tu as un steak dans ton assiette, toi, ou un poisson, quelque chose que tu aimes? À quoi tu penses? Ça va être bon. Fait que tu penses... Ouvre la bouche. Tu penses à ouvrir la bouche et à profiter. C'est vraiment la même chose. C'est un geste tellement naturel, le chant. Quand t'es contenu de ça, là, il y a tellement pas à intellectuellement processer. Ce qu'il faut intellectuellement processer, c'est ton intention. Ça, tu dois. Qu'est-ce que je veux dire quand je chante Adagio? Ou je suis malade, que j'ai chanté des milliers de fois. Qu'est-ce que je te dis quand je chante Je suis malade? Ça, faut que j'y pense. Est-ce que tu dis encore la même chose, ceci dit? Non. J'ai traversé suffisamment de douleur pour avoir une pléiade d'émotions à chanter. Ça, oui. Ça, j'ai pu me métamorphoser au fil des années dans ces interprétations-là à cause de mon parcours. Tu dis que tu détestes te regarder chanter. Ironiquement, sur YouTube... Juste tu le dis, là, puis j'ai les épaules qui tombent. Non, mais ironiquement, sur YouTube, il y a tout plein de vidéos de gens qui se filment en te regardant chanter. Moi, je peux me perdre des demi-heures et des heures de temps à regarder ces vidéos-là. Est-ce que toi, t'es capable de regarder les gens te regarder chanter, Lara? Mais j'ai bien dû parce que mon père me l'a envoyé la semaine dernière. Il me dit, il y en a une en particulier qui est en train de faire des millions et des millions et des millions de vues, là. Et j'ai voulu voir qu'est-ce qui les touche, tu sais. C'est important de comprendre parce que moi, pendant que je suis dans cet élan vers toi, pendant que je me traduis, que je te lance une peine pour me connecter, OK? Parce que c'est ça que je fais pendant que je chante. Moi, je sais ce que je fais, mais je sais pas forcément ce que je te fais. Donc, moi, j'ai eu besoin de le regarder. Je te cache pas que je l'ai regardé jusqu'à la fin. Pas pour me regarder, mais pour comprendre qu'est-ce qui se passe. À quelle note? Qu'est-ce qu'ils disent? Il y a un peu de toutes les couleurs, là, on s'entend. Là. T'as-tu entendu un peu ce qu'ils disent, les gens, puis qu'est-ce qu'ils font? Puis c'est magique. Si ça, c'est de la musique, alors j'ai une raison d'exister. Ben surtout que dans ce vidéo-là, auquel on fait tous les deux référence, les gens ne parlent pas français et que tu chantes en français. Oui, c'est fou, non? Comme quoi une émotion n'a rien à voir avec une langue. Rien. Toi, est-ce que y a un travail à faire quand tu écris tes chansons sur quelle langue tu vas prendre pour quelle émotion tu veux traduire? Je sais, en général, instinctivement, si la prosodie sera en français, en anglais ou en italien, de par l'âme de la mélodie. Oui, je le sais instantanément si c'est une toune qui peut pas être chantée en français ou qui peut être chantée que en français. Il y a vraiment des stigmates musicales. Puis as-tu des exemples? Parce que pour moi... essaye Je t'aime en anglais dans ta tête. Ah non, ouais, non. Oui, OK, je comprends ce que tu veux dire par la prosodie. Ouais. Essaye Je suis malade en anglais. Par contre, essaye-le en italien. Ouais, là, je parle pas italien. Non, mais la latinité du drame fait que c'est faisable. Ça marche, OK. Mais Je t'aime en anglais, ça fait 20 ans que j'essaye de la traduire. J'y arrive pas. À l'Académie, vous aviez une super relation, je trouve, entre Ariane, Grégory et toi, dans une job qui est très colossale. C'est-à-dire que vous devez décider de qui sera en danger ou non, qui part ou qui reste à l'Académie. Comment ça se passe lors de ces prises de décision-là entre vous trois? C'est arriver à appréhender nos subjectivités. Pour moi, la chose la plus importante, c'est comprendre dans nos commentaires qui convergent ou qui divergent, quelle est la part de nous qui parle. Est-ce que c'est celle qui est subjective? Est-ce que c'est celle qui est au service du programme? Est-ce que c'est celle qui est au service de l'artiste? Et nous trois, on est d'accord sur une chose, c'est que ça doit être au service de l'artiste. Parce qu'il y a des cadors à tous les étages de cette émission qui font que ça va marcher pour le programme. Mais nous, on pouvait pas faire l'économie d'être au service de l'artiste. Et est-ce qu'à un moment donné, on se chicane? Je veux dire, C'est arrivé. Ouais? Chicane, c'est un grand mot. OK, mettons, qui démarre le moins en nous trois? Qui démarre le moins? Ouais, de ces décisions. J'ai envie de te retourner la question. À ton avis? Moi,
ayant fait Star Academy avec un Grégory qui était professeur, je viens de te donner ma réponse. Je l'accueille. Hey, hein, c'était propre tout ça comme intervention quand même. Hein? As-tu vu comment on est politically correct? On est très bon. Mais moi, je veux dire quelque chose. Peut-être que c'est celui qui démarre le moins facilement, mais c'est à la mesure de ses immenses compétences. Mm-hmm. C'est à la mesure de ce qu'il offre comme niveau de talent. Moi, ça a été un honneur, un privilège de travailler avec un homme de cette dimension, de cette densité, de ce talent-là. Lara, il y a plein de mots auxquels souvent on t'associe quand on parle de toi. Je t'en nomme quelques-uns, puis tu me donnes ta définition, puis tu me dis si t'aimes qu'on t'associe aussi à ces mots-là. OK? Chanteuse à voix. Cycliste à vélo. OK. C'est... Ah ouais, aussi plate que ça. Mais franchement, une île avec de l'eau autour. Non, mais un chanteur sans voix. T'as-tu déjà vu ça, toi, un chanteur sans voix? Moi, pas. J'ai vu des chanteurs qui avaient 3 notes dans leur répertoire, qui avaient une tessiture d'alto qui situait plutôt entre le fa et le do. J'ai vu des sopranes colorature qui arrivaient à toucher des contre-sols, des contre-contre-sols. Oui. Mais moi, des chanteurs sans voix, là, j'en ai jamais vu. Fait que des chanteurs à voix, je suis assez contente qu'on en ait une finalement, parce que ça a l'air que c'est pour ça qu'on fait ça. Diva, maintenant. Au sens étymologique? Vas-y, je veux ta définition. Alors, au sens étymologique, divin, touché par la grâce, Maria Callas, Tebaldi, René Fleming, Aretha Franklin, Janis Joplin, name it. Whitney, Mariah, Céline, Streisand. Ça, pour moi, c'est des divas. Et que je te dise que tu fais partie de cette catégorie-là parce que c'est un mot auquel on t'accole, ça te fait plaisir ou ça te... Ça me touche beaucoup, je me sens très privilégiée. Et maintenant, directrice d'académie? Cadeau, immense, privilège, une sorte de retrouvaille avec le phare de ma vie. Qu'est-ce qui fait sens aujourd'hui? Sensation de converger vers la conversion de mon existence avec beaucoup de simplicité. Moi, je savais que j'aurais pas toute ma vie fait des tournées. Toute ma vie, j'aurais pas fait des albums jusqu'à mes 80 ans, si je vis jusque-là. J'ai toujours su qu'il allait y avoir un moment pivot où quelque chose allait se passer, où j'allais, entre guillemets, trouver une forme de conversion à mon art. Et pour moi, il est arrivé ce moment. Je dis pas que je n'écrirai plus d'albums, je dis pas que je ne partirai plus en tournée, mais l'exercice d'écrire un album et de partir en tournée et de faire de la promo a été tellement constant dans mon existence, ça s'est jamais vraiment arrêté. Parce que 14 ou 15 albums sur 30 ans de carrière, ça en fait un tous les 2 ans avec une tournée inclue là-dedans. Donc, tu peux faire les maths puis voir que je me suis jamais vraiment arrêtée. J'ai hâte de pouvoir me déposer pour convertir ce pack-sac de 30 ans dans de la transmission pure et récurrente et que ça devienne ça la grande partie de ma vie. Ben, t'as dit aux académiciens que c'était sans doute un des plus beaux projets artistiques qu'on t'a donné. Si tu me parles de pivot, est-ce que ça peut être la chose qui va te faire revoir la suite de ta carrière? Probablement. Mais sans pour autant la déstructurer, ça va bonifier la suite. Une conversion, c'est pas l'extraction ou l'amputation de ce que t'étais avant. C'est l'adjonction de quelque chose. Pour moi, je viens d'ajouter quelque chose. Puis probablement une des plus belles choses qui me soit jamais arrivée.